le thème qui est le nôtre aujourd'hui, c'est les informations à l'heure des fake news. Alors évidemment, ça a un côté un peu démonstratif. Je pense qu'on ne parlera pas que de fake news, mais c'est vrai qu'on s'inscrit dans une logique d'évolution forte des systèmes informationnels. Donc, deux éléments de contexte avant de présenter nos grands témoins et de leur laisser la parole. C'est clair que on vit cette révolution digitale. Elle n'est pas naissante, évidemment. On est certainement au cœur de cette transformation qui a démarré il y a quelques décennies. Michel Serres nous rappelait souvent que c'était certainement la troisième grande révolution après la première qui a été celle de l'invention de l'écriture il y a à peu près 5000 ans, puis celle évidemment de la naissance de l'imprimerie il y a environ 500 ans. Et aujourd'hui, on vit évidemment quelque chose de nouveau, de différent. Mais l'information, la façon dont elle est traitée, la façon dont elle est diffusée, évidemment, s'est considérablement transformée. J'entendais ce matin sur France Info à 9h, le journal, il y avait 6 titres, et il y en avait 2 qui nous concernent directement par rapport à l'événement de ce soir. Le premier nous disait que les Américains ont enfin un détecteur fiable qui permet de vérifier qu'un article scientifique, et ils se sont basés sur des articles scientifiques liés à la chimie, était issu de l'intelligence artificielle ou d'un humain. Bon, évidemment, ça fait réfléchir. La deuxième information, c'était le pouvoir chinois actuellement face à l'explosion des influenceurs sur les réseaux sociaux chinois, a décidé de mettre le holà parce que beaucoup d'influenceurs sont devenus des self-médias, puisque c'est le terme consacré, s'intéresse à la politique, s'intéresse à l'économie. Et donc, une influenceuse est venue à Paris, elle s'est montrée au Moulin Rouge, elle a des dizaines de millions de followers, et tout d'un coup, elle n'existe plus sur ses réseaux sociaux. Un petit chiffre, Michel Serres s'intéressait beaucoup à cette statistique, évidemment, elle a progressé. Aujourd'hui, dans le monde, il y a à peu près un petit peu moins de 8 milliards d'êtres humains, et on a à peu près 8 milliards et demi d'abonnements téléphoniques. Donc on a fait cet écart, et c'est évidemment, en termes de symbolique, quelque chose de fort. Donc aujourd'hui, sur ce sujet, 2 grands témoins. Premier témoin, David Pujadas. Donc David, tu es né en 1964 à Barcelone, tu as grandi en France, à Ferney-Voltaire, puis à Aix-en-Provence, puis à Paris. Tu es devenu journaliste après avoir réalisé des études d'économie à Aix-en-Provence, puis Sciences Po à Paris, puis ce qu'on appelle le Centre de formation du journalisme, le CFJ, et puis tu es rentré en journalisme à peu près, je pense, en 1988, officiellement. Alors écoute, merci. Et puis, depuis... on t'a vu, évidemment, essentiellement sur le support télé, dans le groupe TF1 d'abord, puis à France Télévisions, où je pense que tu es resté 16 ans présentateur du 20h, ce qui est encore aujourd'hui le record de longévité. Et puis aujourd'hui, tu es revenu à LCI, où tu animes tous les jours une émission qui s'appelle 24 heures Pujadas, que tu produis avec ta société qui s'appelle Particule Production. David Giles, tu es né en 1990 à Agen, exactement 60 ans après Michel Serres. Exactement 60 ans après Michel Serres. Lagenais et Chauvin, ouais. Mais tant mieux. Et d'ailleurs, je rappellerai que 1930, c'est une grande date pour le SUA, puisque c'est la première année où le SUA a été champion de France. Oui. Donc David, tu as grandi entre le Maroc et le sud-ouest de la France, tu as fait de très belles études, normales, l'École nationale d'administration, de la philosophie à la Sorbonne. Inspecteur des finances, tu as consacré pas mal de temps à la haute fonction publique, et depuis quelques mois, tu as rejoint le monde de l'entreprise, et en particulier le monde du conseil en communication, ce qui évidemment... te propulse dans le sujet qui est le nôtre ce soir. Alors, pour démarrer les échanges, David, je voudrais juste te rappeler, j'espère pas faire de bêtises, une histoire. On est en 1985. Tu fais un stage dans un journal qui s'appelle Nice Matin, un titre très connu de la PQR, de la presse quotidienne régionale.
et tu fais un stage de quelques mois, et tu vas, ton premier sujet, c'est un incendie de forêt dans le Var. Tu y vas avec ta mobilette, tu rentres à ton bureau qui est à Saint-Raphaël, au-dessus d'un célèbre bureau de tabac que je connais bien, et puis avec une machine à boules IBM, tu tapes ton article, et puis grâce aux rotatives, le lendemain matin, il est dans toutes les boutiques. Et donc, la première question que je voudrais te poser pour démarrer tout ça, c'est quel changement, quoi. Donc, comment toi, tu as vécu cette évolution de ton métier, du métier de journaliste? Merci de me rappeler que j'ai connu la préhistoire du journalisme. Mais je n'ai que 87 ans, hein. Je suis encore jeune. Oui, bien sûr, dit ce matin, la mobilette, l'appareil photo argentique, on développait nos propres photos, on faisait le tirage, la machine à écrire, le papier, avec les ratures, etc., bien sûr. Donc le métier, effectivement, n'est plus du tout le même. 2 ans plus tard, je faisais un stage, cette fois à Ouest France, vous voyez que j'ai écumé la presse quotidienne régionale. Et il y avait les premiers ordinateurs, donc on découvrait ça, la manière de taper, etc. Donc si on se concentre sur le sujet du numérique, du digital, bien sûr que l'impact a été énorme sur des médias qui, il y a encore pas si longtemps, étaient comme de grands paquebots sur la mer, seuls au monde, seuls à délivrer l'information. Et en quelques années, avec le digital, avec Internet, chacun d'entre nous, d'entre vous, est devenu individuellement un média. En tout cas, chacun d'entre vous a eu la possibilité de devenir un média en faisant ce qu'on appelait au départ un blog, et puis par un compte Facebook, par un compte Instagram, et j'en passe. Et aujourd'hui, certains de ces comptes ont des millions, que dis-je, de lecteurs. Donc ce sont des médias à part entière. Tu parlais de cette influenceuse chinoise, c'était un média à part entière, et c'est pour ça qu'elle a disparu de la circulation du jour au lendemain. Donc les médias institutionnels, que ce soit presse écrite, radio, télé, perdent le monopole. Donc évidemment, c'est un choc d'abord économique, parce que chacun d'entre nous a la possibilité de s'informer désormais gratuitement, la plupart du temps, auprès de n'importe qui et de n'importe quoi. Alors quand on dit n'importe qui, il y a parfois du très bon. Il ne faut pas voir les choses seulement en noir. La liberté de s'exprimer d'une façon un peu organisée est d'abord un progrès. Et dans les endroits où il n'y a pas de journalistes notamment, on voit beaucoup de gens qui font un vrai travail d'information. Mais c'est aussi évidemment la possibilité d'écrire n'importe quoi en permanence. Donc le premier effet, il est économique parce qu'on perd le monopole et parce que les gens s'habituent à consommer de l'information gratuitement. Donc vous avez une chute de la diffusion des journaux écrits. Vous avez, dans une moindre mesure au départ, parce que ce n'est pas le même média, c'est d'abord l'écrit qui va souffrir, la chute de l'audience radio, la chute de l'audience télé, parce qu'il y a de l'info partout. Donc ça, c'est le premier point. Et les médias de presse écrite, quand aujourd'hui vous êtes un journal et que vous échangez un lecteur papier qui achète le journal contre un lecteur qui s'abonne à votre service Internet, à votre journal digital, vous perdez 80% de votre ressource publicitaire. Le lecteur digital vous rapporte 8 fois moins que le lecteur papier. Pourquoi? Parce que l'essentiel de la recette va au GAFA. Donc, vrai sujet économique pour la diffusion, pour l'ensemble de la presse et du journalisme. Et ensuite, pour le travail au quotidien des journalistes que nous sommes, il y a du plus, là encore. Moi, quand j'ai été couvrir l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, c'est la première fois, on a été faire une édition spéciale du 20h là-bas, c'est la première fois que j'ai découvert à quel point tous les journalistes s'informaient désormais par Twitter et par des comptes de soldats, d'observateurs de l'ONU, d'autres confrères qui regardaient ce qui se passait et ils s'informaient par ça et non plus par les 3 ou 4 agences de presse, l'AFP, AP, Reuters, qu'on avait l'habitude de considérer comme les uniques sources depuis très longtemps. Aujourd'hui, quand sur LCI ou ailleurs on couvre le conflit Ukraine-Russie, la première source de mon information quand je me lève le matin, c'est Twitter. Ce sont des comptes de blogueurs russes, comme on dit, c'est-à-dire ces militaires en retraite ou ces
militaires russes qui tiennent des blogs, idem du côté ukrainien, et au fil du temps, vous apprenez à savoir quels sont les comptes qui sont sérieux de ceux qui écrivent n'importe quoi. Et vous vous faites petit à petit vos sources. J'ai 20 ou 25 comptes que je suis tous les matins pour m'informer de la réalité de cette guerre entre Russie et Ukraine. Bien sûr, je vais lire Le Figaro, Le Monde, Les Confrères. Bien sûr, je vais regarder les dépêches de l'agence France-Presse, mais les sources d'information sont complètement diversifiées. Mais là, je dirais que ce n'est pas un changement de nature, c'est un changement de quantité, et c'est aux journalistes de savoir faire le tri entre le bon grain et l'ivraie sur tous ces comptes individuels qui vous renseignent. Donc voilà, il y a un impact économique et un défi très sérieux pour la presse. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, comment on fait face. Il y a 2 stratégies en gros, mais enfin on y reviendra peut-être. Et puis, l'impact dans la pratique du journalisme, où là, simplement, ça nous incite à encore plus de vigilance et de sélectivité dans nos sources, alors qu'avant, on avait l'habitude de faire une confiance aveugle à l'agence France-Presse ou la société de presse ou d'autres sources comme celle-là. Merci David. Bon, je sais que tu n'as pas 86 ans. Concernant David Giles, lui, évidemment, il est né avec un téléphone portable à la main. N'exagérons rien. Je pense presque. Je pense que c'est intéressant, justement, que tu rebondisses sur ce que David a dit. C'est-à-dire, est-ce que toi qui n'as pas connu cette mutation, tu es né avec cette multiplicité de sources d'informations, et puis on voit aussi que les générations nouvelles ont quand même des formes de maturité aussi par rapport à la complexité des contenus, à leur véracité. Bon, les fake news, on ne les a pas inventées aujourd'hui, on est d'accord, ça a toujours existé. Peut-être ce qui est différent, c'est la façon dont on les intègre et dont on peut les juger. Alors, d'abord, il faut souligner la vitesse des changements. J'ai un papa qui est dans la salle, je pense, qui est depuis très longtemps très versé en informatique. Et je me souviens, en 94-95, c'était Pac-Man. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein, c'est assez simple hein, comme concept. Hein. Le tennis avant. Voilà. C'était Macintosh avec 1 ou 2 applications et c'était du matériel lourd et c'était extrêmement frugal. Dans les années 2000, on a eu le développement du e-commerce hein, avec des sites que vous connaissez en France, Price Minister par exemple, qui a été racheté ensuite par les Japonais. Donc là, on était typiquement dans ce qu'on appelle le business to consumer, c'est-à-dire on vend des objets, des produits à des utilisateurs et des consommateurs qui sont derrière leur écran. Et puis, 2010 à peu près, Michel Serres écrit Petite Poussette en 2012, nouvelle révolution, c'est le smartphone. Et le smartphone, il n'est pas séparable de son univers d'application. Donc le smartphone, c'est aussi ce qui a poussé, propulsé Facebook, Twitter, l'univers Apple. Donc c'est une révolution par rapport à l'ère de l'ordinateur personnel et du e-commerce. Et puis là arrive l'intelligence artificielle, plutôt les usages de l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle, en réalité, très bonne conférence de Gilles Dovec ce matin, c'est quelque chose qu'on maîtrise depuis la machine de Turing. Simplement, là, ça interagit avec l'univers numérique et ça entre dans notre vie quotidienne. Donc tous les 10 ans, on a des bouleversements technologiques qui sont assez spectaculaires. Et le problème, c'est que la technologie va beaucoup plus vite que la réflexivité qu'on peut mettre sur cette technologie. Quand j'étais en Cagne, donc quand j'ai étudié la philosophie, notre professeur nous avait fait lire un livre absolument fascinant qui est introuvable dans le commerce, qui s'appelle Machinisme et philosophie, écrit par un historien de l'Antiquité qui s'appelait Pierre-Maxime Schul. Je pense qu'il n'est pas très connu. Eh bien, dans Machinisme et philosophie, Pierre-Maxime Schul se pose cette question, très, très intéressante question, que nous ne nous posons pas, alors que nous devrions nous la poser tous les jours. Le matin, en se réveillant, on devrait se poser cette question. Pourquoi les Grecs de l'Antiquité, qui avaient dessiné les plans de machines extrêmement sophistiquées, qui avaient quasiment en fait inventé des machines, des navires de guerre, des catapultes, pourquoi n'ont-ils pas construit leurs machines? Pourquoi n'ont-ils pas construit les machines qu'ils ont dessinées? Et Pierre-Maxime Schul de répondre, parce que les Grecs séparaient au fond la vie contemplative, celle où on dessine des machines, la vie des architectes en quelque sorte, de la vie pratique
Ils se disaient, au fond, on n'a pas besoin de construire les machines qu'on a imaginées, parce que dans la vie pratique, on a des esclaves. Donc on n'a pas besoin de machines pour démultiplier la force mécanique, puisqu'on a du travail humain. Si on construit des machines, on va mettre des esclaves au chômage. Enfin, c'est un peu contradictoire d'un esclave au chômage, mais en tout cas, on va se retrouver avec des esclaves désœuvrés. Et des esclaves désœuvrés, c'est dangereux parce qu'il y a plus de chances d'avoir des Spartacus parmi des esclaves désœuvrés que parmi des gens qui triment toute la journée à construire des pyramides ou des temples, des Parthénons et autres. Et donc, ils séparaient la vie théorique et la vie pratique. Et au fond, ils avaient plus réfléchi à leurs machines qu'ils ne les avaient construites. Eh bien, je crois que nous sommes très exactement dans la situation inverse. C'est-à-dire que nous avons construit des machines, les développements technologiques sont absolument spectaculaires, ils vont très vite, mais nous n'avons pas suffisamment réfléchi en termes éthiques, en termes économiques, en termes politiques à la portée de ces développements. Alors, ce n'est pas nouveau, je fais un deuxième parallèle historique. Il y a un autre très grand historien qui s'appelle Denis Crouzet, qui est un historien de la Renaissance, et qui dit, au moment de l'invention de l'imprimerie, c'est-à-dire l'autre grande révolution, avant le numérique, il y a l'imprimerie, vous savez ce que dit Michel Serres, il y a l'invention de l'écriture, l'invention de l'imprimerie, et puis l'invention du numérique. C'est les trois grandes ruptures fondamentales de l'humanité. On a une image de l'invention de l'imprimerie comme une période de progrès social, civilisationnel, on traduit la Bible, il y a des sociétés savantes qui se forment, des humanistes partout qui sillonnent l'Europe, une république des lettres. Mais ce que Denis Crouzet nous dit dans son livre, c'est que la diffusion de l'imprimerie, c'est le même problème que le numérique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, ça rend aussi la circulation de la rumeur et des fake news absolument incontrôlable. Et il établit une corrélation entre le développement de ce qu'on appelle les livres de raison, c'est-à-dire ces petits livres, ces petits imprimés qui circulent dans les villages, et les massacres, les meurtres, et même les guerres de religion. Pourquoi ? Parce que le livre, le support technique, il peut à la fois concourir à l'éducation, à la vérité, à la science, mais il peut aussi concourir à la diffusion des pires conneries. Et ce que raconte Denis Crouzet, c'est que quand dans un village, quelqu'un avait vu une comète, il allait s'attabler au bistrot et puis il disait « Ah, j'ai vu une comète !» Et donc là, il y avait un peu d'ébullition parce qu'on se disait « C'est la fin des temps qui approche », mais ça restait cantonné au village. Quand dans une maison naissait un enfant avec un pied beau, ça inquiétait la petite communauté villageoise qui se disait « C'est un mauvais présage, c'est parce que la mère de cet enfant probablement a été une fille de mauvaise vie ». Ça créait un peu d'agitation, mais c'était de l'agitation villageoise. Mais quand on racontait ça dans des livres de raison qui circulaient sur les autoroutes de l'information de l'époque, c'est-à-dire par Malposte, ça se diffusait dans toute la France, ça se diffusait dans toute l'Europe, et ça conduisait à des pensées apocalyptiques, à des Savonaroles, à des conflits, à des meurtres et à des guerres de religion. Donc il ne faut pas penser que le progrès technologique amène un progrès de la raison en soi. Et je crois que méditer les leçons de l'histoire, ça nous donne plus de recul et plus de sagesse pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec la révolution technologique. Merci David. Alors, justement par rapport à ça, tout à l'heure, l'autre David parlait des GAFA. Il est certain que cette espèce de différentiel de gap entre notre pensée et les outils qu'on a développés, leur capacité énorme, aujourd'hui, le problème, c'est que c'est opéré par des entreprises privées qui cherchent à gagner de l'argent et qui, par leurs algorithmes que personne n'arrive à comprendre, en tout cas, c'est pas fait pour, par la façon dont ils peuvent créer des communautés et nous envoyer, nous pousser des contenus en considérant qu'on doit être affilié à ces communautés, il y a une information des modes d'influence qui aujourd'hui sont contestés, en tout cas débattus. David Pujadas. Je ne sais pas, parce que en même temps, tu as raison, bien sûr, il y a ces grands acteurs, mais ils sont en concurrence les uns contre les autres. Qui aurait imaginé, il y a seulement 5 ou 6 ans, que c'est finalement un réseau d'origine chinoise qui allait donner le là pour, en tout cas, les 10-15 ans. Pour nos adolescents. TikTok, c'est chinois, c'est pas les GAFA. Donc, d'une certaine manière, même si ces acteurs sont incroyablement puissants, il y a malgré tout une concurrence. Souvenons-nous que Google, il y a 15 ans, était un nain et que le moteur de recherche vedette s'appelait AltaVista, si ma mémoire est bonne. Donc, il y a des cycles aussi et aucune situation n'est établie pour longtemps.
Je rebondis d'un mot sur ce que disait David. Entièrement raison. Les sorcières, entre guillemets, qu'on brûlait au Moyen-Âge, il n'y avait pas les réseaux sociaux et déjà la rumeur et les fake news se propageaient. Plus récemment, moi, j'ai commencé ma carrière internationale de journaliste en allant en Roumanie couvrir la révolution contre Ceausescu. Et quand on m'a appelé en me disant, tu sais, il y a des charniers terribles qu'on a découverts à Timișoara et que nous avons été à Timișoara pour nous rendre compte que tout ça était pipeau, c'était passé par les bonnes vieilles agences de presse. Tout ça pour dire que les fake news et la rumeur ont déjà connu de beaux jours bien avant les réseaux sociaux. Alors, justement... Comme le dit David, plus de recul et de science. Alors, Michel Serres était toujours un grand positif, un enthousiaste, quelqu'un qui, évidemment, révélait les parties sombres d'une problématique, mais s'attachait toujours à construire des scénarios positifs, ou en tout cas à donner une vision positive. Par rapport à ça, aujourd'hui, David, qu'est-ce que cette révolution technique, numérique, digitale, intelligence artificielle, d'ailleurs, il y a une foultitude de vocabulaire, ce qui prouve bien que tout ça se construit. Quelle vision positive on peut en avoir dès aujourd'hui sur l'éducation, enfin sur toutes sortes de sujets? J'aime bien cette conversation parce que depuis tout à l'heure, c'est oui David, tu disais David, et sinon David. Bon. On ne peut pas changer de prénom. C'est la facétie des organisateurs. Mais pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, moi je pense que quand on est passé à l'âge du numérique, on a eu un moment d'enthousiasme très fort parce qu'on s'est dit on passe d'une logique d'offre à une logique de demande. La logique d'offre, il y a un très bon bouquin d'Hannah Arendt sur les origines du totalitarisme où elle montre que la TSF, donc la radio, l'ancêtre de la radio, comme objet technique, a joué un rôle extraordinairement important dans l'ère des masses parce qu'en gros, il y avait cette parole très centralisée du dictateur qui se retrouvait sur les transistors et les gens se regroupaient autour du transistor pour écouter la parole et il n'y avait pas d'interaction. Et on s'est dit, à la fin des années 90, le numérique, Internet, c'est formidable parce que ça va être un espace collaboratif. Ça va être un espace contributif. Et l'utopie de ça, Michel Serres était absolument dingue de l'encyclopédie Wikipédia. Je partage d'ailleurs cette passion pour Wikipédia. Je vous encourage d'ailleurs à donner, parce que Wikipédia est une fondation, contrairement aux GAFAM, qui vit des dons. C'est parfaitement contributif. C'est-à-dire, il y a la page Wikipédia de David Pujadas. Si quelqu'un s'amuse à raconter une connerie dessus, 15 minutes plus tard, en général, elle est effacée parce qu'il y a des brigades de vérificateurs, il y a des niveaux d'expertise, d'ancienneté, il y a une déontologie, et c'est collaboratif, c'est-à-dire que ce sont les utilisateurs qui construisent le contenu. Ça, c'était l'utopie de ce qu'aurait dû être Internet. Et en fait, je crains que dans beaucoup de ces GAFAM et dans beaucoup de ces applications, et donc ça s'est beaucoup aggravé dans cette ère du smartphone, c'est-à-dire après 2010, on a reproduit la logique d'offre. On a d'ailleurs aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, des quasi-monopoles ou des oligopoles. C'est pas très différent de l'époque de la TSF, simplement c'est plus les émetteurs radio-télévisés qui détiennent le pouvoir, ce sont les réseaux sociaux, les GAFAM et les BATX en Chine. Mais on a reconstitué en quelque sorte des monopoles. Et au fond, toute la question qu'il faut se poser pour l'émancipation, c'est pas d'être technophobe, de toute façon la révolution technologique elle est là, c'est comment on donne plus de liberté, plus d'émancipation, plus d'interaction à l'utilisateur et au consommateur. Et il faut bien reconnaître qu'avec les algorithmes propriétaires sur lesquels on n'a pas la main, qui changent régulièrement, c'est comme si on allait au restaurant et qu'on mangeait quelque chose un plat qu'on n'a jamais vu, on ne sait pas d'où viennent les aliments, on ne connaît pas la recette de cuisine et on nous dit mais c'est très bon, mangez. Moi, si je vais dans un restaurant et qu'on me donne un plat violet avec des aliments dont j'ai jamais vu la provenance, etc., je ne mange pas. Mais pourtant, c'est ce qu'on fait tous les jours avec YouTube, avec LinkedIn. J'ai discuté récemment avec un dirigeant de LinkedIn qui me disait, en fait, l'algorithme change très souvent et personne ne le connaît. C'est un secret extrêmement bien gardé dans une cellule de Chief Technical Officer, c'est-à-dire vraiment les gens qui ont la main sur le produit. Et donc, toute la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que, justement, on introduit un peu plus de logique utilisateur, d'émancipation, d'interaction entre
l'outil et celui qui l'utilise. Ensuite, ça offre, je trouve, je termine sur ça pour pas être long, des opportunités absolument fabuleuses. J'ai une copine, je ne vais pas la citer, elle est humoriste. Et elle fait très peu de télé. Et pourtant, elle fait une tournée en ce moment en France, et puis toutes les salles sont pleines, à Brest, à Nice, à Concarneau. Et je lui dis, mais comment tu fais pourquoi à chaque fois que tu vas dans une ville, il y a 2000 personnes qui achètent une place, alors que tu ne passes pas chez David Pujadas ou chez Léa Salamé, etc. Elle me dit, c'est très simple, c'est parce que j'ai construit un personnage sur Instagram, sur les réseaux sociaux, j'ai des centaines de milliers de followers, et donc j'ai construit mon propre média. Et ça, c'est un outil, s'il est bien utilisé, on reviendra là-dessus tout à l'heure, et s'il y a des règles déontologiques, c'est un outil d'émancipation formidable. Mais on reste dans une logique d'offre, c'est-à-dire qu'elle, elle est offreuse de contenu, et elle s'adresse à ce que les jeunes appellent sa commu, sa communauté. J'adore dire ce que les jeunes appellent alors que j'ai 32 ans, ça fait vraiment vieux con, pardon. David, une réaction? Non, je souscris. Bon. Alors, je sais pas, c'est une histoire de timing, mais il est déjà... Donc peut-être que, si vous en êtes d'accord, on va laisser la salle s'exprimer et répondre aux questions. Je crois qu'il y a 2 micros qui sont susceptibles de circuler. Bon, juste sur le plan de la méthode, vous demanderez donc de poser des vraies questions, parce que c'est l'éternelle problématique dans ce type de plan. Et insistons là-dessus, toutes les questions sont les bienvenues, des plus Absolument. simples aux plus complexes. Il n'y a qu'une règle, c'est d'être relativement bref. Bonjour à vous deux. Je veux juste d'abord réagir à David 1, parce que j'ai oublié vos noms de famille, pas trop pour moi. Sur ce truc des influenceurs et tout, qu'est-ce que vous pensez des effets néfastes, par exemple, du fait qu'aujourd'hui les gens ne se sentent pas émancipés tant qu'ils n'ont pas construit une image publique? Donc j'ai envie de dire, il y a une contamination presque de notre narcisse qui aujourd'hui vient nous polluer totalement. Et après, les remarques que je voulais dire, c'était, oui, voilà, aujourd'hui on parle de fake news, du monde virtuel en gros, qui a amplifié la fake news, mais la fake news était déjà présente. Moi, la question que je me demande, c'est, j'entends dire que maintenant le point de source, c'est Twitter, qui est devenu X, super, c'est Elon Musk. Sinon, il y avait quoi avant? Il y avait Facebook, super, c'est Zuckerberg. Ensuite, j'ai envie de vous dire, la télé française, c'est des oligarques. On peut citer bien sûr Monsieur Vincent Bolloré, notamment, qui a un monopole. La presse écrite, elle est morte. Donc du coup, j'ai envie de dire, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui parler d'une illusion de la liberté? C'est une question, à mon avis, qui peut se poser. Et ensuite, vous, Monsieur Pujadas, en tant que journaliste, vous qui avez alterné un peu du coup entre groupe privé, groupe public, donc aussi avec ses priorités. Et la priorité, on le sait, c'est la pub. Parce que la télé, c'est de vendre du temps aux gens, de vendre du temps pour qu'après, on regarde de la pub. Est-ce que vous vous êtes pas dit, j'ai un peu participé, je ne veux pas vous insulter ou quoi, mais j'ai participé peut-être à ce processus d'abrutissement. Bon, la question, s'il vous plaît, monsieur. C'est ça. J'ai 3 questions. Écoutez, je vais pas souvent parler à monsieur Pujadas. Est-ce que j'ai participé à ce processus d'abrutissement d'une masse? Voilà, ce serait ça ma question. C'est une bonne. La troisième est une bonne question aussi. Rapidement, la première question, Narcisse. Je pense que l'autre David est plus apte à répondre, mais évidemment. Enfin, l'individualisation, l'atomisation de nos sociétés est en marche depuis 2 siècles. Et quand je dis 2 siècles, c'est peut-être depuis beaucoup plus longtemps. Et d'une certaine manière, le numérique vient ajouter la couche d'image publique à cela. Mais enfin, bien sûr que le Parti communiste, en tout cas tel qu'il était, n'existe plus, que les syndicats tels qu'ils étaient n'existent plus, que l'Église catholique telle qu'elle était n'existe plus, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, le patriarcat n'existe plus. Bref, nous sommes de moins en moins, nous nous considérons de moins en moins dans la société comme des membres d'un tout ou d'un ensemble, et que cet ensemble soit un village, une classe sociale, une condition, la condition ouvrière, une église, l'église catholique ou le monde musulman. Peu importe, on se considère de moins en moins comme ça et de plus en plus comme me, myself and I. Donc ça, et le numérique rajoute une couche là-dessus, c'est-à-dire waouh, j'ai 50 000 followers.
je suis fort. Donc ça, c'est la première chose, bien sûr, le narcissisme. La deuxième question, c'était sur les grands groupes, la concentration ou la liberté. Là, je n'ai pas tout à fait la même analyse que vous. Aujourd'hui, il y a 9 grands groupes, en gros, qui possèdent les médias. Je ne vais pas les énumérer. Vous avez cité Bolloré, Bouygues, Kretinsky, la CGM, pardon, Bernard Arnault. Moi, bien sûr, j'adorerais que les journaux soient tous entièrement indépendants et ne vivent que de leurs propres ressources et n'aient besoin de s'adosser à aucun groupe industriel. Mais ça ne marche pas comme ça, parce que l'économie de l'information est précaire et qu'il est très rare de voir aujourd'hui des médias qui équilibrent leurs comptes. Alors oui, ils ont besoin de gens qui viennent souvent perdre de l'argent avec les médias en échange de se dire qu'ils ont un pouvoir d'influence. S'ils étaient 1, on pourrait vraiment être très inquiet. S'ils étaient 3, on pourrait être très inquiet. Ils sont 9. Donc aujourd'hui, je me dis, ce que les médias de Bolloré ne diront pas parce que, encore qu'il vient de vendre tout ce secteur économique, mais parce qu'il a des intérêts dans les ports en Afrique, alors ils ne vont pas parler de la grève dans tel port africain, tel autre groupe de médias pourra le dire parfaitement. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que si vous voulez, là, la liberté, pour le coup, naît de la concurrence. En tout cas, ces grands groupes, pour moi, ne sont pas aujourd'hui une menace. Alors, sauf si on s'apercevait qu'ils s'entendent entre eux pour museler leur rédaction, et en particulier sur certains sujets. Donc ça, c'est la deuxième réponse. Je suis moins inquiet que s'il y avait 3 ou 4 groupes. Ils sont 9, donc on a encore de la liberté dans la presse écrite d'être avec cet effet de concurrence. La dernière question, et pardon d'être un peu long, mais comme il y avait 3 questions, est-ce que l'information, d'une certaine manière, n'est pas assujettie à des impératifs commerciaux? Je traduis, mais c'est ça. Il s'agit de vendre de la pub, donc il faut faire l'information la plus racoleuse possible. Je pense que ça n'est pas la vérité. Et je pense que ça n'est pas la vérité pour 2 raisons principales. D'abord parce qu'il existe un truc tout bête, tout simple, mais qui existe, et je peux le dire parce que je l'ai rencontré, c'est une forme de conscience des journalistes. C'est-à-dire que la rédaction, c'est un corps social qu'il est très difficile d'assujettir. La rédaction, elle peut être chiante, elle peut être se cabrer, elle peut être... mais elle a une espèce de conscience d'elle-même qui fait que oui, le devoir d'informer, bien sûr, il y a des gens qui viennent là en pilote automatique, bien sûr, il y en a d'autres qui ne demandent qu'à obéir à des ordres, mais il y a beaucoup de journalistes, malgré tout, qui, encore une fois, se font une idée de leur métier qui est de délivrer une information qui permette à chacun de se faire une opinion. Donc ça existe. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas se tromper sur la nature de l'audience. Moi, quand je faisais le 20h et qu'on m'interrogeait sur l'audience, est-ce que l'audience, ça compte? Je disais, bien sûr que ça compte. On ne fait pas un journal pour nous-mêmes, pour le regarder nous et se dire, waouh, il est super notre journal. Pareil, quand on est dans la presse écrite, on n'édite pas tous les jours un journal pour dire, waouh, qu'est-ce qu'il est beau. On a vocation à s'adresser au public le plus large possible. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire du fait divers, du racolage, du sensationnalisme, qu'il faut écrire que quand on s'injecte le vaccin, finalement il y a la 5G dedans et Bill Gates va pouvoir nous espionner? Je n'ai pas l'impression, et je vais vous dire pourquoi. L'audience se construit sur un rapport de long terme en ce qui concerne l'information. Vous établissez un rapport de confiance avec votre public. LCI, pour parler non pas de ma maison, mais de mon client principal aujourd'hui, sur lequel je produis effectivement une émission de 2 heures tous les jours. Sur quoi LCI a fait son succès récemment? Sur l'international, sur l'Ukraine et la Russie. Et aujourd'hui beaucoup sur la guerre à Gaza. Est-ce que ce sont des sujets grand public? Est-ce que ce sont des faits divers racoleurs? Non. Et pourtant LCI a doublé son audience en 1 an et demi, en parlant d'une guerre qui certes est à 2 heures d'avion, mais qui peut nous paraître loin, complexe, en parlant d'une autre guerre qui certes est à 2 heures d'avion, mais là aussi qui renvoie à une histoire très compliquée, à des tenants et des aboutissants très compliqués. Donc l'audience, ça se construit sur le long terme, et la qualité importe. Donc la formule que j'utilisais quand j'étais au journal, c'est que l'audience n'est pas une boussole, mais c'est une sentinelle.
Si vous faites un média, et des médias grand public, un grand quotidien, une grande radio, une grande télé, et que vous voyez que vous perdez de l'audience tous les jours, vous pouvez vous dire, je dois me poser des questions. Mais au jour le jour, se dire, tiens, hier ça a marché quand on a parlé de, je sais pas, tel sujet, tel truc, donc on va en faire plus tous les jours, vous allez dans le mur. Donc voilà ma réponse, c'est pas aussi simple que ça. On va prendre une autre question. Attendez, je crois qu'il y a un ordre, puisque... Il faut être bon en jeter de micro. Désolé, là. hein, on a dit que... Oui, là, il faudrait le... Non mais alors lancez-vous en parlant très fort, sinon. Attendez, pardonnez-nous, mais il y a une personne qui va prendre la parole, on va la laisser, elle avait demandé. Promis, après... Bonjour, merci beaucoup. Je vais essayer de ne pas être trop long, de ne pas trop monopoliser l'attention. Je suis ici. Voilà. Donc c'est une question que j'adresse à M. Pujadas, mais la réponse peut être bien entendu collégiale. Monsieur Pujadas, pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes ici, vous êtes le journaliste présentateur du 11 septembre. Vous avez pu gérer pendant plusieurs heures le direct du 11 septembre. Qui est un événement assez iconique, je pense, en termes bien sûr politiques, mais surtout en termes graphiques, en termes visuels, parce qu'on a eu des témoignages à l'époque, où beaucoup de personnes qui regardaient la télé à ce jour-là, qui zappaient, ont cru que c'était une série télé. Les cahiers du cinéma, quelques mois après, mettent les événements du 11 septembre dans le top 10 des meilleurs films de l'année, sous réalisation de CNN. Ma question va être très simple. Est-ce que finalement, il n'arrive pas un moment où les événements et les images des événements racontent l'événement en lui-même plus que le texte ou le sous-texte? Et est-ce qu'en substance, ça n'est pas révélateur de notre soif absolue? Voilà, merci. Excusez-moi, je suis un peu... le micro coupé un peu, j'avais pas tout compris. En gros, si je comprends bien le sens de votre question, c'est est-ce que la mise en scène de l'information, la force de l'image ne l'emporte pas sur le reste, c'est ça? Ben, écoutez, le 11 septembre, il faut se représenter quand même ce que c'est. C'est une attaque au cœur de l'Amérique, c'est-à-dire la première depuis Pearl Harbor. Une attaque qui fait entre 2800 et 3000 morts, c'est-à-dire encore une fois le bilan le plus lourd depuis Pearl Harbor. Donc l'image est très très forte, mais l'information est très très forte. Et le moyen utilisé par les terroristes, détourner des avions de ligne pour rentrer dans des tours, c'est une forme de défi qui lui aussi a un impact très très fort. Donc réduire le 11 septembre à des images, vous allez loin. C'est quand même une information majeure, il n'y a qu'à en juger par les répercussions. Qu'on les approuve ou qu'on les juge catastrophiques, c'est-à-dire la guerre d'Afghanistan qui va durer pendant 20 ans, c'est-à-dire la guerre d'Irak, c'est-à-dire tout ce changement de la politique extérieure américaine et même les remous dans la politique du monde entier. Donc là, pour le coup, je pense que ça va bien au-delà de l'image. De temps en temps, l'image prend le pas sur l'information. Il y a un exemple qu'on a sous les yeux et qui a été très frappant pendant des mois et des mois au moment du conflit des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'un malheureux feu de poubelle, vous braquez une caméra dessus et vous dites des violences à Paris et vous voyez ce feu qui nous hypnotise tous. Là, vous pouvez dire que l'image prend le pas sur l'information. Un feu de poubelle, c'est rien, c'est que dalle. Et on a fait croire quand même, certaines chaînes info ont surfé là-dessus pendant des samedis et des samedis. Des noms. On est bienveillant ici, on ne dénonce pas les camarades. Et là, vous avez la force du débat. Le 11 septembre, je ne suis pas sûr que ce soit le bon exemple. Bonsoir. Juste pour revenir
au cœur de fake news et numérique. Moi, ce qui m'inquiète, c'est sur les réseaux sociaux. Quand vous consultez, vous avez des groupes de complotistes, et quand vous écrivez un message, automatiquement, vous êtes redirigé sur des messages similaires. C'est-à-dire vraiment, c'est des groupuscules qui peuvent être groupuscules nazis, qui peuvent être groupuscules complotistes, d'X nature. Qu'avez-vous à dire là-dessus, sur ces dangers? David, je te laisse. Peut-être juste deux remarques. La première, c'est sur les algorithmes. Il y avait une conférence tout à fait passionnante tout à l'heure avec une juriste et un spécialiste de sciences cognitives, justement, dont la conclusion était très nuancée sur le fait que, évidemment, il faut des algorithmes pour pouvoir hiérarchiser, recommander, sélectionner, mais il faut plus de transparence sur ces algorithmes. Ce sont des boîtes noires aujourd'hui. Il faut ouvrir la boîte noire, et il y a pas mal de propositions qui sont faites en ce moment dans le débat public. Par exemple, on pourrait déjà communiquer sur la recette. Deuxièmement, on pourrait imaginer de laisser le choix à l'utilisateur du type d'algorithme qu'il souhaite, y compris en séparant vie professionnelle, vie privée, puisqu'il y a plusieurs types d'algorithmes. Et la troisième voie, qui est la plus collaborative, la plus utopique, c'est évidemment que les utilisateurs contribuent à la construction des algorithmes. On sait qu'aujourd'hui, le modèle technologique est quand même très largement tiré par le modèle économique. Et donc ça pose des problèmes sur lesquels Bruno Patino, qui est un collègue de David, a dit des choses tout à fait passionnantes. La deuxième chose, c'est effectivement le côté tribu. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup dans cette fragmentation de l'offre, c'est justement qu'on a des petites tribus qui se constituent avec des biais de confirmation. Tout le monde, tout le monde est d'accord, parce que tout le monde pense la même chose, et surtout on a l'impression, comme on ne sort jamais de cette tribu, que l'univers entier pense comme ça. Et c'est très inquiétant pour notre démocratie, qui est un lieu normalement de confrontation, de fabrique du commun. Parce que là, on a comme ça une cinquantaine de bulles cognitives qui vivent chacune dans des mondes séparés. Il y a d'un côté les collapsos, il y a de l'autre les libéraux, il y a les féministes. On le voit sur le conflit à Gaza en ce moment. On a des groupes très fermés qui sont dans des biais de confirmation. Et donc il faut trouver des moyens de casser ces silos. La seule chose à peu près correcte que Musk a faite depuis qu'il a repris Twitter, c'est pas de le rebaptiser X, mais c'est de créer ces mécanismes de vérification collective. Je ne sais pas si vous avez vu maintenant en dessous des tweets, il y a des éléments de contextualisation. Alors le problème, c'est que même sur un truc comme ça qui est plutôt vertueux, plutôt wikipédien, parce que l'idée c'est que si on a plusieurs milliers de personnes qui viennent corriger un faux tweet en disant non, ça n'est pas conforme à la réalité, ça donne une contextualisation. Le problème c'est que... 17h15, ok. Pardon ? Ça va. On est large. C'est mon intelligence artificielle qui s'est... Oui, David, tu aurais dû le débrancher. Là, tu as ton hologramme qui est sorti là-haut. Il faut que je l'éteigne. Donc le problème, si vous voulez, c'est qu'on voit que même cette logique de contextualisation sur X, elle est aujourd'hui prise en otage par les fameuses tribus. C'est-à-dire que si vous avez une tribu de 65 000 complotistes qui pensent que le vaccin, c'est une injection où on va vous mettre une puce électronique et la 5G, et Bill Gates et l'émir du Qatar, eh ben, ça fait 65 000 personnes qui vont contextualiser comme ça, et donc c'est une distorsion. Donc la question vertigineuse qui se pose derrière, c'est qui est habilité à certifier et à produire la vérité. Vous avez 4 heures. J'ajouterais, David, si tu permets, que cette problématique de l'influençabilité, elle ne s'exprime pas de la même manière avec des gens qui ont une construction et des enfants, par exemple. Donc il y a aussi cette problématique liée à l'exposition. Bon, elle est connue, mais je pense que du point de vue du législateur, il doit y avoir évidemment ce regard. Peut-être on va prendre cette question de ce monsieur qui voulait descendre habillé en Tarzan avec une liane. Non. Oui ?
On va les rééditer. Je vais engueuler les éditeurs. Rééditer mes livres qui vont devenir des best-sellers. C'était ça votre question? Où est-ce qu'on peut trouver mes livres? Je vais vous trouver ça. Merci de le noter. C'est vrai qu'en 95, avec un collègue, on avait fait un livre qui s'appelait La tentation du djihad, et c'était évidemment bien et qui relatait le travail qu'il pouvait y avoir dans nos quartiers sur cette question-là. Et bon, c'est vrai que malheureusement, des années après, on a eu l'impression d'avoir un peu pressenti ce qui allait se dérouler. Merci de le noter, mais effectivement, je suis pas sûr qu'on puisse le trouver encore dans les librairies. J'en ai un dans ma bibliothèque dédicacé de l'époque. J'essaierai de faire des photocopies. Non, je plaisante. Je vais utiliser l'hologramme de David Giles, avec lequel on a une fonction captation d'image sans ouvrir le livre, ce qui est génial. Une autre question de la salle? Oui. Bonjour, j'avais deux questions. Premièrement, à l'époque justement des réseaux sociaux, vous parliez de questions économiques. Comment justement assurer une juste rémunération du travail des journalistes quand on voit que les articles justement sont relayés par X réseaux sociaux et par des milliers ou des millions d'utilisateurs. Et deuxièmement, vous avez parlé des médias, vous avez parlé de la population concernant justement la vérification de l'information, mais que peuvent faire les acteurs politiques justement pour assurer justement une information de qualité qui est à la base du débat démocratique. On se croirait à l'Assemblée nationale, il y a des petites interjections comme ça. Là. Enfin! Pour redémarrer sur votre dernière question, il n'y a que des avis personnels sur le sujet. Pour rebondir un peu sur le sujet de réflexion que nous soumettait David, effectivement, en nous disant qu'on avait 4 heures pour y réfléchir, je ne pense pas qu'une quelconque autorité publique puisse s'ériger en arbitre sur ce sujet. Je vois mal l'État ou une autorité publique indépendante dire non, le vaccin anti-Covid ne transporte pas une puce électronique avec la 5G qui permettra à Mark Zuckerberg ou à quiconque de vous espionner. Je pense que ça n'est pas possible. Je pense que personne ne peut dire qu'il y a une information juste et une information fausse. Les seuls qui ont pu dire ça dans l'histoire, ce sont les régimes totalitaires. Donc, je pense qu'on n'y arrivera pas si on s'imagine, et on aimerait bien que ce soit vrai, et je vois ce que vous voulez dire, on aimerait tous qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire telle information est exacte, telle autre est inexacte. Mais imaginez seulement ce que ça représente en matière scientifique, où par définition, la démarche scientifique, c'est le tâtonnement, et que la vérité scientifique d'aujourd'hui n'est pas la vérité scientifique de demain. Si, il y a des vérités scientifiques aujourd'hui, la loi de la gravité, elle existe. Mais je veux dire, la théorie scientifique progresse à tâtons et elle progresse en se cognant à ce qu'était la vérité d'hier. Donc, pour certaines choses, on peut dire quelle est la vérité. Pour beaucoup d'autres, on ne peut pas la dire. Et si vous posez la question aujourd'hui, ne serait-ce, prenons l'actualité d'aujourd'hui, la guerre à Gaza. Et quelqu'un va venir vous dire, qui pourrait me dire de façon précise, exacte, vérifiée, pour parler le langage des enfants, qui a commencé? Qui pourrait le dire? Évidemment personne. Chacun aura son analyse. Qui pourrait dire, en sortant de cette salle, est-ce que cette conférence a été passionnante ou est-ce qu'elle a été emmerdante? Personne. Passionnante, évidemment. La moitié d'entre vous va dire mais c'était vivant, on a appris plein de choses, c'était formidable. L'autre moitié va dire j'ai eu du mal à pas m'endormir, ils sont pontifiants, ils sont ennuyeux. Donc
personne ne pourra faire ça. Et en vérité, comment est-ce qu'on peut s'en sortir là-dedans? C'est uniquement par une forme de, encore une fois, c'est pas un libéral spécialement qui vous parle, mais une forme de concurrence. C'est-à-dire à ceux qui disent le vaccin contre le Covid vous transmet une puce qui vous permettra d'être surveillé à Big Brother, d'épier tous nos faits et gestes. Eh bien, la seule façon de le contrer, alors c'est oui, de faire des check news, de faire des vérificateurs, de faire... Certes, vous ne convaincrez que ceux qui veulent être convaincus, mais petit à petit, c'est les médias qui vont dire telle information de tel autre média était du pipeau. Et puis, vous allez croire tel ou tel média parce que vous avez eu confiance en lui, parce que vous avez confiance en lui. Mais s'imaginer qu'il y a un grand arbitre qui va pouvoir dire le vrai et le faux, malheureusement, je pense que c'est une illusion. Je pense que c'est une illusion. Et sur votre première question, mais c'est peut-être David qui va répondre, sur l'équation économique. Alors là, vous dites comment rémunérer le travail des journalistes qui va être exploité, réexploité, alors par les intelligences artificielles et par les réseaux sociaux d'une manière générale. Pour vous dire, là, il y a des groupements de titres de presse qui sont en train d'y réfléchir et de demander aux propriétaires de ces intelligences artificielles de trouver un accord, économique, parce que c'est vrai que le travail des journalistes est exploité de façon abusive, bien sûr. Peut-être juste pour rebondir sur ce que tu disais sur les procédures de vérification, moi aussi je me méfie de l'État, et c'est un amoureux de l'État qui le dit. C'est-à-dire que quand j'ai entendu parler d'une idée qui a disparu aussitôt qu'elle a été proposée, de créer une espèce de collège de déontologie journalistique qui serait opéré par les institutions publiques, j'ai un peu froncé les sourcils parce que je pense que ce n'est pas à l'État de se mêler de ça. En revanche, je suis peut-être moins pessimiste sur le fait qu'on peut vérifier les choses, mais je crois à la science et je crois aux logiques de pair. Et c'est pour ça que ce qui était choquant dans la démarche de Didier Raoult, en réalité, et dans la façon d'ailleurs dont une certaine presse sensationnaliste lui a emboîté le pas et l'a starifié. On ne donnera pas de nom là aussi, mais Et des dirigeants politiques aussi. Et des dirigeants politiques. Des élus. Ce qui était choquant, ce n'était pas tant le travail de M. Raoult, sur lequel moi, je n'ai pas à me prononcer, je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste, etc. Mais c'était la façon, et ça a été démontré plus tard, dont dans cette espèce de course de vitesse sensationnelle, on a sciemment négligé toutes les règles de production des faits scientifiques, c'est-à-dire les groupes contrôle, c'est-à-dire la revue par les pairs. Et en fait, ces procédures qui peuvent paraître chiantes, bureaucratiques, tâtonnantes, et qui surtout, quand on est confronté à une immense crise sanitaire comme celle du Covid, peuvent paraître une entrave, parce qu'on veut vite une solution, on veut vite un remède miracle. L'hydroxychloroquine, là, ça a donné de l'espoir, parce que les gens se disaient c'est le remède miracle. Le problème, c'est que moi, là où je lui en veux surtout, c'est sur l'aspect méthodologique. C'est d'avoir en fait fait une infraction aux règles qui sont nécessairement un peu lentes et un peu prudentes de production de la vérité. Moi, je crois aux pairs. C'est-à-dire que s'il y a 4000, 5000, 6000 scientifiques qui disent ceci est une bonne étude, ça a de la valeur. Et de la même manière, il faut un peu s'inquiéter de l'intelligence artificielle, parce qu'aux États-Unis, on a constitué des panels de plusieurs milliers de ce qu'on appelle Chief Product Officers, c'est-à-dire les gens qui construisent les IA dans les entreprises technologiques, les responsables de produits, les ingénieurs, les informaticiens, etc. Eh bien, quand on regarde les résultats, comment vous percevez l'IA dans les prochaines années, 80% d'entre eux, donc des gens qui connaissent le sujet puisqu'ils travaillent dans ces entreprises tous les jours, disent on a quand même une inquiétude éthique, c'est-à-dire qu'il nous semble que le développement technologique va plus vite que la réflexion critique, éthique, politique, et que même l'information minimale à donner aux citoyens sur ces outils. Alors, est-ce que c'est une loi? Je ne suis pas un historien des technologies, j'ai l'impression, on parlait tout à l'heure de l'imprimerie, c'est allé aussi plus vite, en réalité, que l'appropriation collective, malgré le contre-récit qui en est fait a posteriori. Mais comment trouver? C'est une question de rythme et de dosage, en réalité. Et juste d'un mot, la seule chose que peut faire l'État, en l'occurrence, c'est d'appliquer la loi et de sanctionner les médias qui appellent à la haine, par exemple. Ça, c'est un domaine où l'État, via ses tribunaux qui font appliquer la loi, peut intervenir. Mais sur le vrai et le faux, je pense qu'on est effectivement d'accord.
On va prendre une autre question de la salle. Oui, ici. Vous m'entendez? Vous êtes où? À droite, à votre droite, ici. Je voudrais Ah oui, rebondir pardon. sur la dernière phrase de M. Poujadas. L'État a-t-il pas un rôle à jouer dans l'éducation des masses, de l'école, pour apprendre à discerner les bonnes et les fake news, on va dire, que ce soit sur ordinateur ou sur réseaux sociaux? J'ai pas entendu le tout début, décidément. Est-ce que l'État a un rôle à jouer, justement, dans le cadre de la formation des jeunes en particulier, et encore une fois sur la problématique fake news, par exemple? Un rôle pour de sanctions, Dans l'éducation. Ah, dans l'éducation, oui, je serais tenté de vous dire l'école, l'éducation, mais vous savez, notre malheureuse école, elle ploie sous toutes les demandes qu'on lui fait, parce que bien souvent, elle est l'ultime acteur face à nos jeunes. Donc on lui demande de former nos jeunes au civisme, et on a bien raison, à l'esprit républicain, et on a bien raison à la lutte contre le harcèlement, et on a bien raison à l'absence de discrimination en tout genre, et on a bien raison. Donc il arrive un moment aussi où, quand un quart ou un tiers de nos jeunes arrivent en 6e sans savoir lire et écrire, il faut aussi qu'on se dise que l'école, c'est d'abord sa mission. Mais oui, l'école, dans l'idéal, aurait aussi un rôle en clair d'éducation aux médias à jouer, d'éducation aux médias. Mais bon, pensons aussi aux parents, pensons, voilà. J'adorerais que l'école puisse faire tout ça. J'ai l'impression qu'on lui demande déjà tellement. Et juste une anecdote pour rebondir sur ce dernier point. J'étais il y a quelques mois dans un lycée professionnel à Nîmes qui fait de la mécanique automobile, et je discutais avec l'équipe d'enseignants, et ils me disaient que dans leur classe d'élèves de seconde, tous les gamins ont TikTok, parce que c'est vraiment le réseau. C'est là qu'on voit qu'on a vieilli, quoi. Moi, le TikTok, moi je suis sur Facebook, mais tous les gamins ont TikTok, mais ils me disaient la moitié des gamins ne savent pas utiliser une adresse mail. Donc, et si. Et donc, ça prouve en fait que quand on dit, il y a une expression qui m'énerve, c'est digital native. C'est l'idée qu'en fait, parce qu'on est de la génération X, Y, Z, on sait parfaitement utiliser les outils numériques. Ben non, il y a d'énormes inégalités, et il y a des choses qu'on sait utiliser. Et le vice, d'une certaine manière, de ces réseaux sociaux, c'est que c'est très intuitif sur le smartphone. Il suffit d'appuyer sur quelques boutons, on se crée un profil, tout ça. On consomme ça de manière assez passive, parce que c'est quand même des vidéos qui défilent toute la journée. Mais il y a tout un pan de la culture numérique et de l'éducation aux médias qui n'est pas maîtrisé. Et ce sujet de l'éducation aux médias, moi, qui embrasse, c'est pas juste l'éducation aux médias télé, radio, comme on le croit parfois, c'est aussi les réseaux sociaux, etc. C'est absolument majeur, parce que ça fait partie de nos vies. On vit avec ça. Les temps d'écran, il y a demain une conférence sur les temps d'écran. C'est absolument apocalyptique. Hein. Je ne veux pas déprimer tout le monde là, mais les chiffres sur les 0-2 ans, 2-4 ans, 4-6, etc., ça se chiffre en plusieurs heures par jour, avec des dommages cognitifs. Il y a des études en ce moment. La science n'est pas justement conclusive, parce que la science est parfois un peu plus lente, surtout avec des progrès technologiques qui vont très vite. Mais on voit bien qu'il peut y avoir des dommages, surtout à un très jeune âge. Et il n'y a aucune espèce de réflexion collective, de communication publique sur un usage au moins prudentiel, précautionneux des écrans. Et moi j'ai peur que ce soit la grande catastrophe, qu'on soit en train de préparer, sans s'en rendre compte, de courir vers l'abîme et de préparer la grande catastrophe des prochaines années. Et vous savez d'un mot que les dirigeants de la Silicon Valley, les cadres supérieurs, les directeurs, envoient tous leurs enfants dans une ou deux écoles de la Silicon Valley où les écrans sont interdits. Bon. Oui, c'est l'étape d'après. Juste, non pas pour paraphraser, mais pour compléter, je suis associé depuis de nombreuses années avec Jamie Gourmaud, Jamie qui était venu l'année dernière pour la deuxième rencontre Michel Serres, Jamie qui est passionné de pédagogie, passionné d'éducation. Je peux vous assurer que, pour prolonger ce que disait David tout à l'heure, c'est un garçon qui a une formation de journaliste, qui cherche la vérité, qui se remet en cause. Dimanche, à 15 jours, il a une quinzaine de personnes qui travaillent avec lui sur les réseaux sociaux. Il y a un film qui est sorti, ça devait être une baleine bleue, c'était un rorqual.
Et j'ai cru qu'il avait pété la baraque. Il a enlevé le film immédiatement. Il y avait une erreur, quoi. C'est-à-dire que vérifier tout ça, c'est si facile aujourd'hui de faire une photo, de faire une vidéo, de la balancer, de partager un texte qu'on n'a même pas vérifié. Bon, cette rigueur, cette conscience, il faut évidemment la sauver, la développer, la partager. Je crois que c'est vital. On a encore le temps d'une question ? Ah. Vous avez choisi l'étage. Bonjour. Ma question est seulement, comment voyez-vous à moyen terme l'univers de l'information et pour y arriver, quels seront les grands écueils à éviter? Bon, bah... On y va. On a combien d'heures, là ? En quelques mots, les médias les médias de masse, parlons des médias de masse, parce que des médias de niche, il y en a beaucoup, de grande qualité souvent, et ceux-là n'auront jamais de problème quand vous vivez sur 150 000 abonnés. Mediapart, 150 000 abonnés, gagne de l'argent. Quoi qu'on pense de Mediapart, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut s'en féliciter. C'est un média qui a réussi à trouver une identité, qui produit un contenu qui peut être discuté, peu importe, et qui vit de l'intérêt de ses lecteurs. Il y en aura. Mais Mediapart n'est pas un média de masse. Pour les médias de masse, vous voyez très bien qu'il y a... Enfin, vous voyez très bien, nous voyons qu'il y a deux chemins qui sont pris en ce moment face au digital, et on revient à notre sujet de base. Il y a ceux qui sont percutés économiquement à tel point qu'ils réduisent les coûts. Et parfois réduire les coûts et rationaliser la gestion, c'est indispensable, mais est-ce que c'est une stratégie pour le long terme? Je ne sais pas, je n'en suis pas certain, quand on cherche simplement à faire des économies. Et puis, il y a quelques gros médias, et c'est pour ça qu'on a besoin d'investissement. Aux États-Unis, en gros, c'est les médias de la côte Est, donc le New York Times, le Washington Post, même si vous avez vu qu'en ce moment, le Washington Post, ça va pas si bien que ça. Le Wall Street Journal, c'est un peu moins un média de masse. En France, c'est Le Monde et Le Figaro, plus particulièrement. Beaucoup d'autres ont un peu loupé le virage. C'est d'investir. Donc c'est de dire, on avait une rédaction à 250 journalistes. Demain, dans 5 ans, on va avoir une rédaction à 500 journalistes. Donc on va investir beaucoup d'argent et l'investir en particulier sur le digital. Le New York Times aujourd'hui, c'est 4,5 millions d'abonnés digitaux. C'est beaucoup plus que le New York Times n'en a jamais connu par le papier. Le Monde, le Figaro ont beaucoup d'abonnés digitaux. Ils ont pris le train très tôt, ils ont mis beaucoup d'argent et aujourd'hui, ce sont des médias qui, pour un prix modique, bien inférieur à ce que vous coûte le papier, si vous achetez Le Monde ou le Figaro, vont vous proposer énormément de contenu, y compris, et on a vu que pour le New York Times, c'était la raison d'un tiers des abonnements, des recettes de cuisine et des mots croisés de grande qualité. Mais peu importe, ça fait partie de l'offre d'un grand média aujourd'hui. Donc le chemin qui semble se dessiner, c'est celui-là. C'est celui de upgrader, pardon pour le bon français, toujours aller dans la qualité, aller dans le plus de propositions, de référencement, de vérification. Ça n'empêche pas le monde de se planter. Ils viennent de se planter sur le bombardement de l'hôpital Al-Ali à Gaza. Quand on se plante, quand on fait des erreurs, et les journalistes font des erreurs, parce que c'est un métier humain, quand on fait des erreurs, on les reconnaît, on s'excuse et on corrige. C'est ce qu'a fait Le Monde, un peu contraint et forcé, un peu difficilement sur l'hôpital Al-Ali, mais donc ces grands médias vont s'en sortir par le lien de confiance, par la qualité du contenu, c'est beaucoup d'argent. Donc le problème, c'est que tous les médias ne pourront pas faire ça. Toute la presse quotidienne régionale ne pourra pas faire ça. Toute la presse quotidienne nationale ne pourra pas faire ça. Toutes les radios ne pourront pas faire ça. Toutes les télés ne pourront pas faire ça. En tout cas, les télés qui veulent jouer un rôle de premier plan en matière d'information. Et puis il y a le service public. Le service public, lui, voilà, il n'a pas ces problèmes de ressources. Donc là, c'est l'argent public. C'est pour ça qu'on est si exigeant, et à juste titre, avec le service public. Et là, il faut compter aussi sur le service public et il faut encourager le service public à proposer une offre d'information toujours plus riche.
Mais voilà les deux réponses, je pense. C'est à partir du moment où vous êtes concurrencé, j'allais dire, sur le bas de gamme, l'intelligence artificielle, elle produit déjà des articles. Dès 2014, je crois que c'est la chaîne ABC ou même le Washington Post qui avait décidé de couvrir la partie résultat des Jeux Olympiques avec de l'intelligence artificielle. L'information financière est souvent traitée par de l'intelligence artificielle. C'est pas là-dessus que vous allez vous différencier. C'est sur ce que vous proposez en plus, sur la valeur ajoutée en matière de supplément d'information, en matière de, bien sûr, d'analyse, mais aussi de reportage, de contextualisation. Et c'est là-dessus que vous allez vous en sortir, mais ça coûte beaucoup d'argent et tout le monde ne pourra pas le faire. Donc c'est un optimisme mesuré, parce que le journaliste gardera toujours une plus-value par rapport au robot, pour le dire court, mais mesuré parce que tout le monde n'aura pas les moyens de faire ça. Je n'ai que ça à dire. Merci. On va laisser David Giles conclure, peut-être. Conclure, enfin, prolonger le mot. Tu sais ce que disait Flaubert, le plus bête est de vouloir conclure. Bon, alors non, on va pas, non, on va pas conclure, David. Juste d'un mot, mais c'est vraiment pour abonder. Je crois, et c'est heureux, que notre avenir est radicalement indéterminé. Il sera ce que nous en faisons. On entend beaucoup de craintes à propos de l'intelligence artificielle, sauf à Agen, parce que j'ai fait un sondage sauvage vendredi soir, et il y avait plus de gens qui trouvaient ça génial que dangereux. Alors que dans toutes les études d'opinion, c'est 80% trouvent que c'est dangereux. Donc il y a un microclimat à Genève. C'est peut-être ici qu'on va... C'est l'effet David Giles. La prochaine, et Michel Serres. La prochaine Silicon Valley... Non, c'était pas mieux avant, c'était ça qu'il disait. La prochaine Silicon Valley, on va l'installer à Agen. Non mais, blague à part, enfin c'est déjà le cas, hein, blague à part, mais du coup j'ai perdu ce que je voulais dire. Non, oui, notre avenir est indéterminé parce que la question c'est qu'est-ce que nous en faisons. Et moi je dis toujours, la technologie, elle n'est pas bonne ou mauvaise en soi, ça dépend en fait des intentions des mains qui la manipulent. Évidemment, quand vous donnez la bombe atomique à un terrible dictateur, on peut s'attendre au pire. Hein. Moi je ne suis pas hyper rassuré, parfois, il m'arrive d'y penser parfois que le Nord-Coréen a la bombe par exemple. Et là j'ai une bouffée d'angoisse, quoi. Bon après je passe à autre chose, mais... et donc au fond ça sera vraiment ce que nous en faisons, et donc plus on développera une éducation critique, plus ça ira. Il y a quand même deux mythes que je voudrais démonter. Le fait que la technologie détruit des emplois, ça c'est un grand truc qui revient à chaque révolution technologique. Les Ludites qui cassaient les métiers à tisser parce qu'ils avaient peur de perdre leur emploi. Et là on dit, l'intelligence artificielle, on cite souvent cette étude bidon d'Oxford qui dit 47% des emplois vont disparaître. En réalité, les microéconomistes qui ont regardé de près ce qui se passe avec l'automatisation, ils montrent que, par exemple, dans l'industrie américaine, sur ces 20 dernières années, les entreprises qui ont vraiment investi dans une bonne automatisation de certains processus, elles ont plutôt embauché, parce qu'elles ont fait des gains de productivité, elles ont gagné des parts de marché, etc. Et donc, si on a une bonne réflexion économique, critique, politique, ce qui manque aujourd'hui, sur l'intelligence artificielle, on va libérer du temps, y compris dans les agences de presse, dans les rédactions, pour les tâches un peu répétitives. Et donc, on va aller vers ce régime que Michel Serres appelait l'hominescence, c'est-à-dire on va humaniser l'homme et la femme. On va être encore plus humain dans notre travail en déléguant les choses répétitives, aliénantes et déshumanisantes aux IA. Et donc, on peut gagner en productivité, on peut gagner en efficacité et on peut gagner en humanité. Mais c'est vraiment à nous, cet avenir-là, il est entre nos mains. Et c'est pour ça qu'on pense, puisque tu voulais une conclusion, que ces journées sont utiles. Merci. Bon, bah on se lève, non ? Bon, donc un grand merci aux deux David, à David Giles et à David Pujadas, et un grand merci à vous, parce que c'était franchement... Tu dédicaces pas tes livres, là, du coup ? Un très joli public. Merci à tous, merci beaucoup.